Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle d'une possible guerre des métaux qui pourrait se profiler entre la Chine et les États-Unis. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Benjamin Louvet, directeur des gestions en matières premières chez Ophi Invest AM. On se resitue dans l'actualité. On sait que Donald Trump a ajouté 10% de taxes douanières sur tous les produits chinois. D'ailleurs, soit en passant, on est loin des 60% qu'il avait annoncé pendant sa campagne. Bref, Pékin en face ne semble pas vouloir se laisser faire et cherche notamment à jouer la carte de quoi? Des métaux rares dans ce bras de fer commercial entre donc Trump et la Chine. Est-ce que c'est une vraie mesure de rétorsion, une vraie riposte, une vraie menace que de... Bien sûr David. Et je pense que d'ailleurs, c'est pas bref sur les 10% au lieu des 60%. Je pense que c'est en partie lié à ces décisions de la Chine. Il faut se replacer dans le contexte. La Chine est un pays qui est dirigé par des ingénieurs, qui sont des gens qui essayent de programmer beaucoup de choses. Et si vous regardez sur la transition énergétique, sur le déploiement des technologies, les Chinois fonctionnent par plan et ils nous annoncent ce qu'ils vont faire et généralement ils se tiennent à ce qu'ils annoncent. C'est extrêmement important. Et donc là, ils ont vu venir la candidature de Trump et en amont des élections américaines, ils ont déjà commencé à prendre des mesures pour envoyer des signaux. Ces premières mesures sur les métaux ont consisté à mettre des licences d'exportation sur un certain nombre de métaux. Fin 2022, début 2023, ils ont installé des licences d'exportation sur le gallium, le germanium, sur le graphite, puis sur l'antimoine également. Et les licences d'exportation, c'est-à-dire que vous avez le droit de continuer à exporter, mais vous devez dire à qui vous exportez. Ça permet aussi de faire de l'intelligence économique. Et puis, c'est un moyen de dire, attention, vous êtes dépendant de nous sur ces métaux. Alors, il faut savoir que économiquement, ça n'a pas une grosse importance. Les volumes sont tout petits, hein, ce sont des petits métaux, mais ces métaux sont absolument cruciaux pour des technologies importantes, et notamment pour les technologies militaires. Donc, c'est un signal fort envoyé aux États-Unis. Et puis, Trump est élu, et là, ces licences d'exportation deviennent des restrictions d'exportation, interdictions d'exportation, sur le gallium, sur le germanium, sur l'antimoine. Il faut savoir que 95% du gallium américain vient de Chine, 80% du germanium américain vient de Chine, donc il y a une très grosse dépendance. Le signal est très fort. Et pour l'industrie de défense? Beaucoup pour l'industrie de défense, pour la technologie aussi. Donc pour les bombes, pour les... Pour les bombes, pour les armes également, pour les munitions. Et puis pour les lunettes optiques nocturnes aussi, enfin pour toutes ces applications-là. Et puis les Chinois ont également rajouté des interdictions d'exportation sur le tungstène. Le tungstène, ça sert aussi dans les applications militaires, mais ça sert aussi dans l'aviation, ça sert aussi dans le secteur pétrolier, pour faire les foreuses, pour que les foreuses puissent arriver à passer à travers des couches très dures. Donc là aussi, c'est un signal très fort envoyé. Donc tungstène, molybdène, et donc ils ajoutent à la liste des choses comme ça. Et puis, à côté de ça, ils ont aussi annoncé, dès le début de janvier 2025, ils ont annoncé des restrictions d'exportation sur des technologies. La technologie de traitement du lithium et les technologies des batteries. Là, c'est un autre signal qui est envoyé, qui est extrêmement fort également, c'est que Trump veut mettre des barrières douanières à l'entrée aux États-Unis. Ça n'a de sens si vous ne voulez pas payer plus cher vos biens et vos services que si vous pouvez produire en local. Oui, or, dans le domaine des batteries, l'essentiel de toutes les machines nécessaires à la chaîne de production des batteries est fait en Chine. Et donc, s'ils interdisent l'exportation de ces machines, eh bien, vous dites clairement au président américain, je pense qu'il faut que vous compreniez que les dépendances que nous avons ne sont pas unilatérales, mais sont bilatérales, et donc on a peut-être intérêt à discuter. Je pense que l'approche de Trump qui a consisté à ramener les barrières douanières de 60% annoncées au début à 10%, finalement 10% plus tard, et puis... Bon, doivent se comprendre à l'aune de cette vulnérabilité. Exactement, et Emmanuel H, avec qui on avait coécrit un livre sur ces sujets il y a quelques mois, le disait dans une interview, il n'est pas impossible qu'à un moment, Donald Trump, qui est un négociateur avant tout, se dise que finalement, il a peut-être plutôt intérêt à passer un accord avec les États-Unis, avec la Chine, plutôt que de rentrer dans un combat. Le grand perdant dans tout ça, j'ai malheureusement peur que ce soit l'Europe,
qui est au milieu de cette scène, qui est très dépendante au niveau de son approvisionnement en métaux. Qui est le plus dépendant d'ailleurs entre l'Europe et les États-Unis en matière de métaux stratégiques, critiques, terres rares? Alors ça dépend un peu... Essentiel à la fois à la transition énergétique, à la tech, à la défense. À l'intelligence artificielle, à la défense. Il y a tellement de métaux. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, en Europe, on a une liste, les États-Unis en ont une également, le Japon, la Chine, une liste des métaux qu'on considère comme critiques. Cette liste, elle a commencé en 2011 avec une quinzaine de métaux. Aujourd'hui, elle en a officiellement, je crois, 34, elle est revue tous les 2 ans. Mais en réalité, quand vous la regardez en détail, elle en a en fait 51. Il y a 51 métaux sur lesquels nous avons constaté une dépendance critique. Pourquoi c'est 34 et 51? Parce qu'en fait, dans la liste, il y a les métaux rares lourds et les métaux rares légers. En fait, ces 2 catégories font 17 métaux et pas seulement 2. Pareil pour les platinoïdes. Aux États-Unis également, il y a une forte dépendance. Pour vous donner un ordre d'idée, aux États-Unis, il y a 16 métaux encore aujourd'hui pour lesquels les États-Unis ont une dépendance à plus de 50% vis-à-vis de la Chine. Donc c'est extrêmement important. Mais l'Europe est également très dépendante sur les terres rares, également très dépendante sur le cuivre. Et tout passe par la Chine. Alors, tout passe par la Chine à un moment ou à un autre. Sur les terres rares, la Chine produit à peu près 80 à 85% des terres rares, ce qui n'a pas toujours été le cas. Juste pour mémoire, dans les années 70-80, le plus gros producteur de terres rares au monde, c'était les États-Unis. Et le plus gros raffineur de terres rares au monde, c'est un tout petit pays qui s'appelle la France. La France raffinait plus de 50% de toutes les terres rares du monde, à côté de La Rochelle, dans une usine qui appartenait à Rhône-Poulenc. Et on a décidé de laisser tout ce travail, tout ce business à la Chine, parce que c'était polluant et que ça coûtait moins cher de le faire là-bas. Donc il y a une grosse dépendance à ces terres rares, qui n'a pas toujours été le cas. Mais au-delà de la production, où là, donc la Chine produit 85% à peu près de ces terres rares, elle les raffine à près de 95%. Et sur la plupart des métaux importants pour la transition, le cuivre, le nickel, le lithium, la Chine est de loin, pas toujours le premier producteur, mais toujours le premier raffineur. Sur le cuivre, elle raffine quasiment 60% du cuivre mondial. On peut rappeler ce que c'est que raffiner. Vous récupérez du métal brut dans la croûte terrestre, et ensuite il faut éliminer toutes les impuretés, le mettre en forme. Généralement, on fait ce qu'on appelle des anodes pour le cuivre, avant de les livrer aux clients pour qu'ils puissent être utilisés dans les process industriels tels qu'ils sont réglés. Donc il y a une dépendance à la Chine à tous les niveaux. La Chine a réalisé bien avant tout le monde l'importance des métaux. Deng Xiaoping fait un discours en 1992, où il dit le Moyen-Orient a le pétrole, nous avons les terres rares. Il comprend déjà ça, et au début des années 2000, il y a l'émergence de l'économie chinoise qui donne naissance à une classe moyenne de 350 millions d'habitants, ce qui génère des besoins en termes d'autoroutes, en termes de routes, en termes de métro, en termes de trains, en termes d'immobilier, qui fait qu'en 2000, la Chine consomme 10% des métaux de la planète. En 2010, elle consomme 50% des métaux de la planète. Et aujourd'hui encore, elle consomme 50% des métaux de la planète. Et donc la Chine a mis en place toute une infrastructure pour traiter ces métaux et pour acheter ces métaux en prenant des participations dans des mines en Afrique, en Amérique du Sud, un peu partout. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu à la merci, parce que si vous voulez, vous pouvez développer la chaîne de valeur. C'est aujourd'hui un des gros problèmes de l'Europe. La chaîne de valeur que vous voulez en termes de batteries, en termes de panneaux solaires. Mais tout commence par les métaux. Si vous n'avez pas les métaux, vous gardez cette dépendance à la Chine. Voilà, et pas de smartphone, pas d'éoliennes, pas de panneaux solaires, pas de voitures électriques, sans tous ces métaux critiques, ces terres rares, Tout à fait. On ne fait pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil. On fait de l'électricité avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Et ce transformateur, il faut le fabriquer. Donc la transition énergétique, c'est une transformation de notre dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux. Et l'Europe, aujourd'hui, sur ces sujets, n'est pas prête. Elle essaye de réagir. On a mis en place le Critical Raw Materials Act. On a mis en place le Net Zero Industry Act pour essayer de réagir. La France a monté un fonds qui a été confié à Infravia Capital pour faire un partenariat public-privé. L'État a abondé ce fonds avec 500 millions d'euros. Et l'idée, c'est d'arriver à lever à peu près 1,5 milliard à 2 milliards pour pouvoir sécuriser l'approvisionnement, le raffinage et le recyclage pour assurer notre indépendance future. Dans ce bras de fer commercial, donc les Chinois ont raison de dégainer cette arme des métaux critiques. Oui, c'est une arme très puissante, et je pense que, il a compris ça, encore une Donald fois, Trump. Je pense que l'abaissement des seuils, des barrières douanières de la part de l'administration américaine fait qu'à mon avis, le message a été entendu. Bon, et puis on se dit que c'est pas un hasard, on finit là-dessus, si Donald Trump propose un donnant-donnant à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, en proposant un accord
qui donnerait accès aux Américains voilà, aux terres rares ukrainiennes en échange de la poursuite du soutien militaire, de l'aide militaire américaine. C'est donc pour sécuriser les approvisionnements en lithium, en uranium, en titane, enfin... En terres rares aussi, il y a aussi beaucoup de terres rares, de tungstène. Donc il y a un donnant-donnant qui est cohérent avec tout ce qu'on vient de dire aussi à l'égard de la Chine. On est face à un négociateur qui est là pour faire des affaires. Je crois que ce qui est bien avec Donald Trump, c'est que sur tous les sujets, au moins, on sait quel est son but. Son but, c'est que les États-Unis fassent du business. Il veut que les États-Unis soient une puissance économique et donc il est dans des deals permanents pour essayer de redonner ou d'assurer la puissance économique américaine. La guerre des métaux, on y est? On y est depuis longtemps en réalité. Elle a commencé, mais à bas bruit. Elle a commencé voilà, avec des signaux faibles, mais dès 2011, il y a une première crise des métaux entre le Japon et la Chine, autour d'une petite île qui fait débat dans les eaux territoriales là-bas. Il y a un bateau de pêche qui est capturé par les Japonais, un bateau de pêche chinois. Les Japonais disent que ce n'est pas un bateau de pêche. Et donc les Chinois, en rétorsion, décident de suspendre les exportations de terres rares vers le Japon. Le cours des terres rares s'envole en quelques jours de plusieurs dizaines de pourcents. Et donc, les Japonais ont fini par négocier. On a là une vraie arme de négociation. Il y en a une deuxième qui va devenir très importante, David, et qui rejoint un peu celle-là, vu ce que je vous expliquais sur le changement de dépendance des énergies fossiles aux métaux. C'est l'approche énergétique que l'on a en Chine et l'approche énergétique qu'on a aux États-Unis. Ça sera peut-être l'objet d'une future discussion, mais clairement, les Chinois, pour moi, on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble, ont pris le virage de la transition énergétique. Je pense que tout en restant le premier pollueur du monde. Les gens ne s'en rendent pas vraiment compte. En 2024, les émissions de CO2 en Chine ont baissé. Et elles ont baissé parce que, un, l'immobilier va mal, et deux, parce que la production d'énergie renouvelable augmente considérablement. On installe autant, j'ai vu, d'éoliennes ou de panneaux solaires en Chine que dans le reste du monde, c'est ça? On peut prendre quelques exemples. 65% des panneaux solaires installés en 2024 dans le monde ont été installés en Chine, 50% des éoliennes, 60% des voitures électriques vendues dans le monde ont été vendues en Chine. Ils ont construit un barrage, la Chine, ils sont en train de construire un barrage, près du barrage des Trois Gorges, qui a une capacité, une puissance de 70 gigawatts. 70 gigawatts, c'est la puissance de 70 réacteurs nucléaires. Ça permettra d'approvisionner 350 millions de Chinois en électricité. Les Chinois ont 6 ans d'avance sur leur programme de déploiement de la stratégie bas carbone. Et je pense qu'ils seront arrivés. Tout en étant toujours le premier pollueur du monde aujourd'hui. Mais ils continuent à construire, c'est ce que disent les gens, ils continuent à construire des centrales à charbon. Oui, mais ils ont été très clairs dans leur plan, encore une fois. Je reviens à ce que je vous disais au début. Ils planifient tout. Ils ont dit on va construire des centrales à charbon. On ne les utilisera pas jusqu'au bout. Mais on ne peut pas se permettre de manquer d'énergie dans cette période transitoire. Donc on a besoin de les construire. Et petit à petit, ils remplacent ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont pris la décision que le seul moyen pour eux d'avoir un pouvoir de négociation important au niveau mondial, dans toutes ces tensions commerciales qui se créent, c'est d'avoir une indépendance énergétique. Et pour avoir une indépendance énergétique, vu qu'ils n'ont pas de pétrole, qu'ils n'ont pas de gaz, il faut qu'ils basculent vers les énergies renouvelables. Je pense que je serais peut-être prêt à prendre un pari avec vous que les Chinois seront peut-être le premier pays net zéro, bien avant l'Europe qui est en retard, et bien avant les États-Unis, pour lesquels ce n'est pas une priorité. Allez, merci beaucoup. Explication signée Benjamin Louvet, directeur de gestion matières premières chez Ophi Invest. Merci Benjamin. Merci David. Et ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine sur Boursorama.